Bonjour tout le monde, mon nom est Abigail Allard-Robitaille, je suis avocate de formation, puis je travaille présentement pour le projet juridique au sein de l'équipe qui est chargée de la conception et de la rédaction de l'information qui est présentée sur notre site web. Je vous invite à aller le consulter pour avoir accès à de l'information juridique qui est facile à comprendre en anglais et en français. Donc, bienvenue à ce rendez-vous juridique du mois de mars que nous avons le plaisir aujourd'hui de tenir dans le cadre du mois de la justice qui est organisé par Juripop. Durant tout le mois de mars, il y a plusieurs organismes qui vont se rassembler pour offrir au public une panoplie d'activités d'information et d'éducation juridique. On est très fiers d'y participer avec nos webinaires, mais il y a plein d'autres activités qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à consulter le calendrier des événements. On va mettre le lien là, dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on parle de nesting, un terme évidemment qui est anglais. Nest qui se traduit littéralement par le mot nid en français. Concrètement, le nesting, ça revient en fait à garder les enfants dans le nid après la séparation, donc dans la maison. Et ce sont les parents qui vont se déplacer en alternance vers un autre endroit lors du temps de garde de l'autre parent. Petite parenthèse peut-être au niveau terminologique, c'est vraiment le terme anglais nesting qui est utilisé le plus fréquemment de nos jours devant les tribunaux. Donc, c'est le terme qu'on va utiliser aujourd'hui, même s'il nous vient de l'anglais. Je tiens à souligner par contre que les termes parents-valise sont utilisés parfois, puis le terme nidification aussi, un peu moins souvent, la traduction littérale peut-être, mais étant donné là, que c'est le terme nesting qu'on entend, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, je vais maintenant vous présenter nos invités qui vont nous parler de ce concept-là. Vous allez peut-être reconnaître Madame Lorraine Filion qui était avec nous pour notre rendez-vous juridique du mois de novembre dernier. Madame Filion, elle est médiatrice familiale et coach coparentale. C'est une pionnière de l'implantation de la médiation familiale au Québec, puis elle est reconnue et respectée dans notre milieu pour son travail auprès des parents séparés et de leurs enfants, mais aussi pour son apport à la communauté de professionnels, avocats, notaires, psychologues, travailleurs sociaux qui travaillent avec une clientèle en processus de séparation ou de divorce. Donc, Madame Filion, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. Merci. Notre deuxième invitée, Maître Violaine Belzile, est avocate et médiatrice. Elle pratique en cabinet privé depuis plus de 30 ans, notamment en droit de la famille. J'ai d'ailleurs eu la chance de la rencontrer moi-même quand je pratiquais en cabinet privé. Il arrivait qu'on la sollicite pour sa grande expérience en tant que médiatrice familiale, mais aussi pour ses fines connaissances en matière d'enrichissement injustifié et de prestations compensatoires, entre autres. Donc, Maître Belzile, elle est notamment reconnue pour son implication et son engagement dans le développement des modes privés de prévention et de règlement des différends. Violaine, merci d'avoir accepté notre invitation et de te joindre à nous aujourd'hui. Merci à Abigail et puis à Juridique aussi, à Juripop. Merci, ça me fait plaisir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Aujourd'hui, notre rendez-vous, il est d'une durée de 30 minutes plutôt qu'une heure. Donc, vous m'entendez, je parle vite, je m'en excuse. J'espère pouvoir garder quelques minutes à la toute fin pour répondre à vos questions, s'il y en a. Donc, aujourd'hui, vous pouvez nous écouter à partir de notre page LinkedIn ou notre page Facebook. Et le rendez-vous d'aujourd'hui, comme d'habitude, il est diffusé en simultané sur la page Facebook du ministère de la Justice du Québec. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le nesting, ce que c'est, parce que, bon, j'ai peut-être un petit peu volé le punch en introduction en proposant moi-même une définition, mais j'aimerais quand même entendre nos invités sur le sujet. En passant, mes questions aujourd'hui seront pour les deux invités. Je vais peut-être m'adresser à l'une d'entre vous en premier, mais je vous invite à commenter et ajouter au besoin sans problème. Donc, peut-être, Madame Filion, d'abord, j'aimerais vous entendre sur ce que c'est le nesting, peut-être un petit peu de background là-dessus, ce que ça implique, puis combien de temps ça dure, une formule de nesting. Écoutez, le nesting, moi, les premières fois que j'en ai entendu parler, ça date quand même de plusieurs années. On parlait de parents-valises et puis là, ça s'est développé, mais c'est la même chose. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, je pense que ce qui me vient en tête, c'est une transition, une formule transitoire pour les enfants et les parents. Alors, c'est pas les parents, la façon dont on en parle, on dit ça va être bon pour les enfants, ils vont rester dans la même maison, puis c'est nous qui allons voyager. Mais c'est aussi une transition en douceur pour les parents parce que la séparation, on sait, c'est un choc, c'est dur. Et il y a un des parents, des fois, qui est pas tout à fait d'accord avec la séparation. Donc, ça va être en douceur parce que ça va nous permettre aussi de réfléchir si, effectivement, ça va être définitif, cette séparation-là. Et il y a combien de temps ça dure, vous l'avez demandé. Moi, j'ai rencontré
qui ont été en transition comme ça, temporaire pendant longtemps, donc 2 ans, 3 ans. Ce qui est très déterminant, c'est que ça prend une bonne entente entre les conjoints. Ça exclut évidemment les cas de violence conjugale. Et le plus souvent, ce que j'ai vu, c'est avant la recomposition familiale. Parce que dès qu'il y a un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, c'est sûr que ça vient compliquer les choses. Ça vient mettre les parents au défi, hein. Puis ce que des parents, des fois, me disaient, qui était assez choc, ils disaient, ben, faire du nesting, c'est dormir dans le lit de notre ex-conjoint. Mais c'est ça que ça veut dire parce que on est encore dans le domicile conjugal. La chambre des parents est là, elle est vide, donc les enfants gardent leur chambre. Puis à chacun leur tour, l'ex-conjoint va y dormir. Alors dormir dans le lit de l'autre, dormir dans le lit conjugal, c'est quand même évocateur de plusieurs souvenirs, bons ou mauvais. Et puis aussi, quand on fait la transition, que ce soit le vendredi ou un autre jour, on va retrouver les vieilles habitudes de l'autre ou les mauvaises habitudes de l'autre, ce qui peut venir envenimer des conflits, trouver du linge sale par terre, trouver des choses personnelles de l'autre dans la salle de bain. Alors, on ne peut pas tout ranger, là. Et ça, c'est vraiment dur pour les parents de retrouver les mauvaises habitudes de l'autre. Mais ça peut être possible, je dirais, de temps à autre. C'est pas une solution que je vois, moi, souvent optée par les parents, mais je pense que c'est une option qui peut être proposée aux parents avec certaines conditions. Oui. Puis on va y revenir. Là. Je pense que vous avez déjà mis la table pour notre discussion, mais oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients, puis c'est certainement ce qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui sans convaincre les gens qui nous écoutent que c'est une bonne ou une mauvaise solution, je pense. Là. C'est définitivement du cas par cas, en fait, je pense. Le mot nesting, vous l'avez dit, là, il y avait parents valises, vous avez dit, qui était le terme là, qui revenait peut-être avant. Du point de vue international, je pense que ce n'est pas un concept qui est né ici, ou en tout cas qui est seulement appliqué ici. Je pense que l'une des premières ordonnances de nesting a été rendue dans l'État de Virginie aux États-Unis en l'an 2000, donc ça fait déjà près de 22 ans. En Ontario, on peut en retracer de 1997. Ça mène donc à loin. Mais je suis curieuse de voir dans votre pratique, peut-être, Violaine, je te pose la question, tu as l'impression que c'est dans le paysage, en tout cas du droit de la famille québécois, ça fait combien de temps que tu en entends parler? Qu'on en entend parler, je dirais qu'on en entend parler plus, là, je dirais une dizaine d'années. Puis qu'on le voit déjà en application dans nos bureaux, par exemple en médiation, je dirais davantage 4-5 ans. Mais c'est quand même, ça demande quand même une solution qui est retenue, je dirais pas de façon exceptionnelle, mais en tout cas plus rare que les autres modes de réorganisation familiale après une séparation, mais un petit peu plus depuis 4-5 ans. C'est sûr, comme disait Lorraine, c'est quelque chose qui est temporaire. Ça peut pas, puis moi j'appelle ça le syndrome de la troisième brosse à dents, quand au niveau du besoin que les parents ont de définir leur zone d'intimité, c'est sûr que quand il y a un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, souvent ça complique les choses. Puis, c'est ça, ça prend. En tout cas, quand le niveau d'entente entre les parents n'est pas idéal, en tout cas, je ne veux pas entrer trop vite dans les avantages et les inconvénients, mais ça peut poser des difficultés que d'autres modes d'organisation ne poseraient pas. Puis d'un point de vue, si on dit que ça a peut-être gagné en popularité, est-ce que, plus je vous pose la question, Mme Fillon, ça relève peut-être de l'opinion ou du feeling, là, mais pourquoi, selon vous, c'est une formule qui semble attirer peut-être l'attention des gens post-séparation? Mais peut-être, juste pour peut-être nous situer, c'est développé en Europe. J'ai fait quelques études de recherche là-dessus sur le web, mais il y a une étude particulièrement en Angleterre qui est intéressante de citer de 2016 qui a été faite et qui disait qu'il y avait 11% des parents séparés qui optaient pour le nesting en Angleterre, quand même. Et j'ai trouvé aussi sur le web quelque chose de bien intéressant, si vous me le permettez, Ami Gaëlle, aux États-Unis, en Indiana, il y a une dame, Madame Beth, et son ex-conjoint Bill, qui ont créé un blog et qui s'appelle Family Nest.
nesting.org et je suis allée le visiter. C'est très intéressant. Il y a une vidéo où cette dame, Beth, et son ex Bill et leurs 3 garçons vont nous dire c'est quoi le nesting, comment ça marche, les avantages, les inconvénients. C'est magnifique, je trouve, pour donner une idée, mais aussi pour, vous savez, mettre l'inconvénient et les avantages et l'inconvénient pour les parents qui veulent se lancer là-dedans. Et Oui. Beth répond aux questions sur le blog des parents. Alors, je voulais juste vous dire que c'est quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai oublié votre question, Michael, c'est ça, à cause de mon âge, là, ça y est. Je vous posais la question. Oui. Je vous posais la question. Ben, en fait, je vais revenir. Je fais Oui. du va-et-vient. Je vais essayer de ne pas Oui. vous perdre, mais peut-être que si on trouve le lien, on pourrait le mettre dans les commentaires pour que Oui. les. Donc, je vais demander à ce que ce soit fait si les gens veulent aller le consulter. Mhm. Puis pour revenir à mon autre question, c'était plus une question de, tu sais, selon vous, là, c'est probablement, vous allez répondre avec votre opinion là-dessus ou une question de feeling, mais pourquoi est-ce que c'est une formule, selon vous, qui a gagné en popularité dans les dernières années? Oui. J'aimerais mieux mettre mon feeling dans la pratique. Parfait. Donc, ce que j'ai constaté pour les parents qui le voulaient, Oui. c'était des parents très, très, très sensibles à protéger leurs enfants de l'impact de la séparation, qui avaient une relative bonne entente et qui voulaient faire le mieux. Donc, le mieux pour eux autres, c'était on ne demandera pas à nos enfants de faire leur valise. Comme on sait qu'il y a de plus en plus de gardes partagées, tout le monde connaît quelqu'un qui fait la garde partagée. Donc, vraiment, ce souci de protéger leurs enfants de ça, puis dire, ben, c'est nous qui allons le faire. Maintenant, on s'en est fait un projet, puis en médiation, c'est la meilleure voie, je dirais, pour le royal pour faire ça. Oui. Donc, on fait un projet, puis on peut le mettre à l'essai. Et dans ce cas-là, ils avaient dit qu'ils allaient le mettre à l'essai pour 3 mois. Et puis, au bout de 3 mois, ils sont revenus pour dire que ça leur convenait et que là, ils voulaient le prolonger pour une autre année, mais ils pouvaient revenir en médiation à tout temps. D'autres qu'au bout de 3 mois, ils ont dit non, 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 c'est pas pour nous. C'est exigeant pour les parents. Il ne faut pas le cacher. C'est exigeant pour les parents quand on arrive le vendredi soir, par exemple, puis que l'autre n'a pas fait, je vais vous nommer des choses très, très contraires. La vaisselle n'a pas été mise sale, n'a pas été mise au lave-vaisselle parce que c'est comme un appartement loué, hein? On s'attendrait à ce que le lave-vaisselle est en route, puis quand on arrive, on l'ouvre, puis c'est propre. Le ménage a été quand même un peu fait. On ne va pas ramasser les affaires de l'autre. C'est exigeant. Ça veut dire que le parent qui quitte, il doit faire un petit peu de ménage avant de partir. On changeait les draps de l'autre, changer absolument les draps. On s'attend à ce que le lit dans lequel on va coucher est propre, etc., etc. Donc, c'est exigeant. Puis, qu'est-ce qu'on trouve dans le frigo? Par exemple, il y a des parents qui disaient, moi, j'avais l'habitude de toujours laisser des choses, tu sais, quand même, le fromage, le yogourt, le lait, des choses basiques. Puis d'autres qui disaient, non, non, moi, je partais avec mon bagage. Puis, donc, l'autre arrivait, puis il n'y avait rien dans le frigo. Donc, il fallait nécessairement aller faire des courses. Donc, alors, pour les parents qui le choisissent, quand moi, j'en discute en médiation avec eux, c'est des choses comme ça. Dans le sens, la vraie vie, là, si vous voulez vous embarquer là-dedans, ça veut dire que qu'est-ce que vous allez faire? Et l'autre chose aussi qui n'est pas négligeable, c'est quand est-ce que l'autre peut revenir dans la maison? Il a les clés. Et là, on ne parle pas de violence conjugale. Est-ce qu'il peut venir en tout temps? Est-ce qu'il peut venir sous appel parce qu'il a oublié quelque chose dans la maison qui lui appartient? Donc, et ça, moi, je fais des ententes très détaillées là-dessus pour que ce soit vivable. Donc, voilà. Puis l'autre, quand il vient, combien de temps il reste aussi? Hein, tu restes trop longtemps, tu en profites pour parler aux enfants. Les enfants sont déchirés quand tu repars parce que faut faire attention, la transition se fait comment? Est-ce que l'autre parent rentre dans la maison avant que l'autre soit sorti ou s'il attend sur le balcon ou s'il attend dans son auto? Ça peut paraître banal, mais bon, c'est ça. Le diable est dans les détails, comme on dit, là, puis je pense un contexte de nesting, c'est d'autant plus important. Si on rentre dans justement, vous en avez parlé un petit peu, là, puis je ne veux pas vous faire répéter, là, mais pour les gens, si on avait vraiment à faire comme une petite checklist là, des avantages et inconvénients qu'il y a à essayer une formule de nesting, Madame Fignon, quels éléments vous donneriez dans la liste des pour? Bien, les avantages, c'est sûr que c'est une transition en douceur, que ça met les enfants à l'abri justement de cette
de ce déménagement, on va dire. Rester dans leurs choses, c'est pas banal parce qu'ils adorent rester dans leurs choses, leurs chambres, leurs affaires. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça permet aussi aux 2 parents, d'envisager la séparation comme une transition temporaire. Donc on est vraiment dans le temporaire. Donc continuer de réfléchir, est-ce qu'on veut, on n'est pas obligé, on mettra pas la maison en vente là. On n'est pas en puis on déménage pas, on fait pas venir, un déménageur parce que tous les meubles restent là, le frigo et cetera, la laveuse, la sécheuse. Donc c'est vraiment ça, c'est dans les avantages que je vois et beh, ça leur permet aussi de communiquer, heu, plus régulièrement ou en tout cas sur une base régulière par rapport à ce qui se passe avec leurs enfants dans la même maison, la même école, la même garderie. Donc cette notion de stabilité est vraiment importante, oui. Je dirais Puis, pour les parents Violaine. aussi, parfois, par exemple, quand les 2 se demandent qui va garder la maison, tu sais, avant d'avoir fait l'analyse de qu'est-ce qui va résulter du partage des biens, est-ce que je vais avoir assez d'argent, tu sais, puis une fois que la pension alimentaire va être établie, s'il y en a une, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour garder cette maison-là? Des fois, au début de la séparation, les gens ne savent pas, il faut qu'ils fassent un travail d'analyse avant d'arriver à une conclusion là-dessus. Donc, le nesting, ça permet de maintenir un statu quo, de maintenir ce qui se passait avant la séparation en attendant que cette réflexion-là soit faite. Mais le pendant de tout ça, par contre, à maintenir ce que je viens de nommer comme étant le statu quo, c'est que si ça ne fonctionne pas, mettons que les gens mettent en place le nesting, puis qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionne pas, puis qu'éventuellement doivent se retrouver devant le tribunal, ce qu'on souhaite à personne, mais ça peut arriver, tu sais, s'ils ne sont pas capables de s'accorder en médiation, qu'est-ce que c'est l'autre option? Démocratique, c'est de demander à un juge de trancher à notre place. Alors, le juge, au niveau d'une ordonnance de ce type-là, qu'on appelle une ordonnance de sauvegarde, ce que la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, généralement, elles vont dans le sens de maintenir le statu quo. Donc, c'est un des critères que les tribunaux utilisent quand il y a une demande judiciaire d'établir un nesting. Un des critères qu'ils utilisent, c'est est-ce qu'il existait déjà? Est-ce qu'il y avait déjà une entente entre les parents? Donc, à faire des essais comme ça de nesting, on peut se retrouver prêt avec, même si à un moment donné, on n'est plus d'accord. Bon, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça va être quoi les critères pour défaire le nesting? Parce qu'il faut y penser. Il ne faut pas essayer un nesting à la légère. Tu sais, si on y a bien pensé en médiation, tout ça, on le met en application, OK. Mais si après ça, on veut le défaire, bonne chance, là, à moins qu'il y ait des choses importantes, puis des fois, des éléments pour justement mettre fin au nesting. Un exemple que Lorraine donnait, quelqu'un qui ne fait pas le ménage, c'est un des critères qui est retenu par la jurisprudence. Tu sais, les mauvaises relations aussi. Si les relations se détériorent entre les conjoints, ça va être un des critères pour mettre fin au nesting. Mais bon, autrement dit, il faut être précautionneux quand on commence le nesting, c'est bien important, comme l'expliquait Mme Filion, d'aller dans la mécanique de l'application du nesting pour préserver tout le monde, les enfants, mais les parents aussi. Quand il y a un parent qui a pris la décision de la séparation, puis que l'autre a plus de difficultés à l'accepter, puis qui souffre, puis qui a de la peine, des fois, le nesting, ça peut faire plus mal encore. Il faut bien prendre le temps d'y penser, mais par contre, c'est ça, il y a des avantages, par exemple, je disais au niveau du choix de la maison, de tout le côté des finances. Mais en même temps, ça prend des gens qui ont assez d'argent pour être capables de se payer un loyer quand ce n'est pas leur semaine de rester dans la résidence familiale. Ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. C'est sûr que des fois, un peut aller rester chez sa mère, chez son père, son frère, sa sœur, mais ça ne peut pas durer longtemps, ça, des arrangements comme ça, là. Puis, c'est ça. Ou parfois, ce qu'on voit, c'est que les gens se louent un autre appartement puis s'échangent cet appartement-là. Mais il faut vraiment bien s'entendre. Il faut vraiment que ces personnes-là s'entendent bien. Si vous pensez au nesting, mais ça existe. Tu sais, ça existe des gens qui se séparent et qui continuent à bien s'entendre. Puis des fois, j'ai vu, moi, des gens partager un triplex, rester un sur un étage, puis l'autre sur l'autre étage, puis les enfants changer d'étage à chaque semaine. Bon, puis me rappeler au bout de 2-3 ans parce qu'il y en a un qui ne s'occupait pas des rénovations, ils n'en pouvaient plus, puis ils ont vendu, mais ça souligne encore le caractère temporaire de l'affaire. Mais c'est possible, là. C'est ça. Il faut regarder chacun des cas pour ce qu'il est, là. Si vous pensez au nesting pour vous-même, il faut que vous regardiez vraiment votre situation si elle s'y prête.
L'aspect financier est intéressant parce qu'il est un peu dans la colonne des pour et un peu dans la colonne des contre, c'est ce que j'entends. Est-ce que il y en a d'autres inconvénients qui sont peut-être plus d'un côté peut-être plus humain, là, j'imagine, là, je m'adresse à vous, Madame Fillon, mais j'imagine dans des familles à haut conflit où est-ce qu'il y a des tensions vives, la liste d'inconvénients doit être assez longue là, au niveau du nesting. Bien sûr, parce que comme disait Maître Belzile, il faut bien s'entendre, il faut être capable de se parler, ce qui n'est pas le cas des parents à haut conflit qui, le plus souvent, n'ont pas de communication directe ou s'ils en ont une, elle n'est pas fonctionnelle. Mais je voulais vous amener sur la question des enfants parce que pour les enfants, ça peut être un gros avantage. Ils ne déménagent pas, ils ne changent pas de chambre. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ça peut aussi entretenir encore plus la fantaisie de réconciliation. Et ça, c'est quelque chose que si les parents vont maintenir leur séparation, il faut que l'enfant fasse le deuil de justement cette vie ensemble et commence à s'adapter dans 2 maisons différentes. Parce que c'est ça, la séparation. Et donc, c'est ça que moi, j'ai vu chez certains enfants qui entretenaient beaucoup cette fantaisie-là. Et ils peuvent l'entretenir d'autant plus avec le parent qui a été abandonné ou rejeté. Donc, ce parent-là hein, peut aussi, malgré lui, des fois, entretenir, par exemple, un petit bonhomme qui me disait, ben moi, j'en parle beaucoup avec mon papa de la séparation parce que, ben, je dis papa, ça peut être maman, là, mais parce que mon papa, il dit, on ne sait jamais. Quand je lui demande s'il va revenir avec maman, puis que là, ben, au lieu de faire comme ça, les parents valises, ben, qu'on revienne comme avant. Alors, à partir du moment où un parent entretient lui-même cette fantaisie-là, ça impacte l'enfant et c'est vraiment pas conseillé. Donc, il faut être au clair quand les parents décident de faire le nesting, de dire, bon, on va, nous, faire c'est nous qui allons déménager, vous allez rester là, mais c'est notre intention, justement, de nous séparer. Mais dans ce premier temps-là, là, on a pensé à cette solution-là pour vous et pour nous aussi. On peut dire s'il y a aussi, il faut qu'il soit clair avec ça. Ça peut être un inconvénient si les parents entretiennent cette fantaisie-là chez l'enfant de réconciliation. Puis je pense aussi, Abigail, dans cette même veine-là par rapport aux enfants, les enfants, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Leur monde change lors de la séparation des parents. Ils ont besoin de savoir où ils vont habiter, qui va garder la maison, est-ce qu'ils vont rester à la même école, est-ce qu'ils vont encore voir leurs amis. D'être dans cette incertitude-là jusqu'à un certain point auquel le nesting peut contribuer, c'est pas l'idéal pour eux. Alors, ça peut être un inconvénient au niveau des enfants. Parce qu'ils savent, en tout cas, ils savent que c'est temporaire, mais plus ils sont dans l'incertitude, plus ils sont anxieux, les enfants, dans cette séparation-là. Donc, ça peut être un inconvénient pour les enfants, alors que le but recherché, c'est que ça soit un avantage. Alors, c'est ça. Hein, quand est-ce, papa, qu'on va savoir dans quelle maison on va habiter puis avec qui, tu sais? Oui, puis la perspective des enfants sur le temps est différente. Tu sais, un an dans la vie d'un enfant de 5 ans, c'est pas la même chose qu'un an dans la vie des parents. Là, donc, c'est sûr que le ressenti doit être très, très différent pour eux au niveau de la durée du temps. J'ai l'impression qu'en faisant le tour là, des avantages et des inconvénients, on est quand même capable d'avoir une idée, en tout cas, de dessiner là, le portrait d'une situation typique qui peut être idéale et moins idéale pour le nesting. Vous l'avez dit tantôt, Madame Fillon, dans les cas de violence conjugale, il y a eu une décision de la Cour d'appel qui a été rendue en 2021. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois, en tout cas, que le terme nesting se retrouve dans une décision de la Cour d'appel. Donc, même si il y a de la jurisprudence de première instance sur le concept, ça ne s'était pas encore rendu jusqu'en Cour d'appel. Et puis, la Cour d'appel est venue dire là, que dans un contexte où il y a des allégations, même si elles sont non prouvées de violence conjugale, c'est peut-être pas la meilleure des idées là, de permettre ces allées et venues entre les parents dans une même propriété. Violaine, peut-être si tu pouvais nous donner un portrait là, rapidement au niveau des critères, ça devient essentiellement comme un résumé de ces avantages et inconvénients-là, mais de la manière dont les tribunaux vont le formuler pour accorder ou pour refuser une demande de nesting. Oui. Bon, les tribunaux vont regarder pas nécessairement tous les critères en même temps, mais les critères que je vais vous énumérer. Là. Premièrement, l'intérêt des enfants concernés. Hein? Est-ce que c'est dans l'intérêt des enfants, de ces enfants-là, qu'il y ait un nesting?
Par exemple, dans une situation de violence conjugale, les enfants sont exposés à la violence conjugale. Donc, le premier critère, c'est d'assurer la sécurité des enfants. Alors, c'est clair que l'intérêt des enfants le critère de l'intérêt des enfants revêtrait un caractère primordial dans ces situations-là. Ils vont ensuite regarder toute entente préexistante avant que le juge ou la juge lui-même ou elle-même soit saisie de la demande, toute entente qui existait avant. Fait que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si les gens ont pris des ententes de nesting, ben, s'il y en a une qui existait déjà, ben, il y a bien des risques qu'elle soit maintenue. C'est comme si ça renversait le fardeau de la preuve, puis alors ça va être à la personne qui ne veut plus le nesting que va revenir la charge de prouver que ce n'est pas bon. Hein? On ne partira pas à zéro, on va partir comme ça. Ensuite de ça, la situation financière, comme on le disait tout à l'heure, ça prend des moyens plus importants quand on veut maintenir le nesting. Bon, aussi, les juges vont regarder qui est la figure principale pour les enfants. Est-ce qu'il y a un attachement important des enfants aux deux parents? C'est un critère habituel. Qu'est-ce que c'est? Ça revient un peu à l'intérêt des enfants aussi. Qu'est-ce que c'est le lien entre les enfants et les parents? Ensuite, ils vont regarder la conduite des époux l'un envers l'autre, puis envers les enfants. Fait que la conduite des époux un envers l'autre, est-ce qu'il y a un conflit incroyable ou ben non, si c'est quelque chose, c'est une relation qui a du bon sens. Puis est-ce que les parents sont tous les deux capables de prendre soin des enfants de façon appropriée, là, parce que c'est sûr qu'ils les tribunaux ne vont pas imposer, rendre une ordonnance de nesting pour mettre les enfants dans une situation où ils ne seront pas bien. Fait que encore là, ça revient à l'intérêt des enfants. Puis bon, d'autres circonstances qui peuvent exister aussi, là, dépendamment du cas particulier qui est le vôtre. Là. Les tribunaux vont tenir compte de d'autres critères s'il y a lieu d'en tenir compte. Donc, puis, comme on disait, là, les tribunaux vont regarder est-ce que ça va contribuer à maintenir la stabilité et le bien-être des enfants ou si ça ne va pas y contribuer? Est-ce qu'il y a la présence de moyens financiers suffisants? Puis est-ce que ça va permettre des contacts? Quelle sorte de contacts ça va permettre entre les enfants et puis les parents en cas de nesting? Est-ce que ça va en permettre plus? Est-ce que ça va en permettre trop? Est-ce que ça va en permettre pas assez? Puis quand les tribunaux vont mettre de côté le nesting, ça va être à cause du conflit entre les parents, l'absence de moyens financiers suffisants et puis la présence de violence conjugale. C'est les 3 facteurs les plus importants qui vont faire que les tribunaux vont mettre de côté le nesting. Bon, puis bien entendu, quand les 2 parents sont d'accord, ben, les tribunaux vont l'accepter, là. Ouais. Alors, c'est pas mal. Ça fait le tour, Abigail, des critères. Puis disons qu'on y va avec le nesting, soit c'est ordonné par un juge là, avec les critères que tu viens d'énumérer, ou les parents ont choisi d'y aller avec une formule comme le nesting. Quels trucs et astuces on peut donner aux gens qui se retrouvent dans une situation comme ça? Peut-être je vais poser la question à Mme Fillon. Violaine, si tu veux intervenir après. Ben, le mieux, je pense, si les parents sont intéressés par le nesting, c'est d'aller voir un médiateur familial parce qu'on est vraiment bien placé pour les aider à établir une entente claire. Il faut que ce soit très clair, l'entente. C'est pas juste dire on va faire du nesting pendant 3 mois, puis les enfants ne voyagent pas, puis nous, on voyage. Il y a tant, comme le disait Maître Belzile, les aspects financiers à prendre en compte, la pension alimentaire, tout ça, et comment on va faire dans la maison, les échanges, la possibilité que l'autre vienne, comme disait Maître Belzile, en termes de durée, est-ce qu'il y a l'entrée dans le domicile ou non, pour quel motif? Toute la question du partage des tâches domestiques, le nettoyage, le lavage, la question de la nourriture qui s'y retrouve. En tout cas, tout ça, je vous fais grâce des détails, mais c'est très important. Puis en médiation, on est capable de les aider à établir donc une entente claire et précise. Vous appelez ça trucs et astuces, mais plus ça va être clair, qui fait quoi, quand. Juste par exemple, comme je vous dis, une clause, les parents s'engagent à ce que la maison ou l'appartement, les pièces, particulièrement la chambre à coucher, mais aussi la cuisine ou les 2 salles de bain soient bien nettoyées par le parent qui l'a occupé pendant la semaine. Donc, OK, ça va. Donc, la question de changer les draps dans le lit, je vous dis, c'est des choses, ça a l'air bête, là, un pense-bête, mais plus c'est clair, plus les parents s'engagent à quelque chose et plus c'est vivable.
hein, où c'est viable. Alors, ça serait un peu les trucs et astuces. Ça n'enlève pas aussi qu'est-ce qui arrive avec les enfants, les devoirs, les rencontres à l'école, qui y va, est-ce que c'est la responsabilité du parent qui a la maison ou c'est l'autre parent, mais tout ça, ça fait partie là, de l'autorité parentale. Mais moi, je sais qu'habituellement, c'est un checklist, là, mais au niveau de tous ces aspects-là que je vous ai nommés, qui va faire partie de l'entente de médiation, qui est encore plus détaillé qu'au niveau de la garde partagée, où au fond, on dit, ben, chacun fait le ménage chez lui. Hein, je veux dire, la question de la lessive aussi, je l'oublie. Est-ce que la lessive va des enfants, les vêtements, parce que là, les enfants ne changent pas de maison avec d'autres vêtements. Là, c'est là. Alors, si le soir, on arrive et les enfants n'ont plus de vêtements propres, alors il faut faire la lessive, donc des enfants, mettre le lave-vaisselle. Alors, tout ça est détaillé, je vous dis, il y a plus de chances que ça se passe en douceur. Oui. Merci beaucoup, Violaine, historienne, à rajouter. Là, je vois qu'on étire à peine. On a été capable quand même de rentrer ça pas mal dans 30 minutes. Je vous remercie toutes les deux pour la discussion. C'était rapide, mais ô combien intéressant. Puis merci aussi à ceux qui étaient présents pour nous écouter. Donc, je vous invite à ne pas manquer nos prochaines activités, en fait, soit pour les rendez-vous juridiques, mais aussi dans le cadre du mois de la justice. On va retrouver Maître Violaine Belzile le 25 mars prochain. On va parler de détermination des revenus aux fins de calcul de pension alimentaire pour enfants. Donc, surveillez nos médias sociaux pour en savoir plus. Merci encore. Merci, Abigail. Merci, Maître Belzile. Merci. Au revoir. À la prochaine.